Bonjour à toutes et à tous. Si vous êtes des habitués, vous avez sans doute noté l'absence de votre désormais rendez-vous préféré des lundis, le nouvel épisode de Lucarne américaine qui n'a pas eu donc lieu cette semaine. Face au vide que j'ai forcément laissé en vous, je ne pouvais pas aller rester sans rien faire, alors je vous propose cette petite vidéo hors série qui va me permettre de revenir sur quelques news de la semaine sur la planète américaine. On va débuter au Mexique. La semaine dernière, je vous parlais de la fameuse finale de la Liguilla de Liga MX qui allait opposer l'América à Cruz Azul, le nouveau classico rofen, en finale qui a finalement donc basculé sur une victoire de l'América. Après un match nul, un but partout ramené de l'Estadio Ciudad de los Deportes, l'antre de Cruz Azul, les Aguilas, l'América donc, se sont imposés d'un seul but. Au retour, un but qui a fait énormément parler, puisqu'obtenu sur un penalty un petit peu douteux, dirons-nous, qui ne cesse de faire parler les médias américains, mexicains surtout, depuis. Alors on va pas épiloguer dessus parce que, pour vous dire clairement les choses, ils sont toujours pas tombés d'accord sur le fait de savoir s'il y a penalty ou pas. Ils ont toujours pas réussi à se départager, donc on va pas épiloguer sur la question de savoir s'il y avait penalty ou pas, mais il y a eu quand même quelques petits points intéressants sur cette finale. Le premier point intéressant est footballistique, finalement, parce que sur le terrain, c'est quand même Cruz Azul qui a largement dominé, notamment au retour. Malagón, portier de l'América, et que vous verrez probablement durant la Copa América dans les cages du Mexique, a été clairement l'homme du match sur la finale retour à l'Azteca. Il a à peu près 4-5 énormes arrêts, ou en tout cas arrêts importants, qui ont maintenu l'América dans le match. Mais finalement, donc, c'est l'América qui s'est imposé. Et deux petits points aussi sont très intéressants. Le deuxième est pour les amoureux de superstition. Et je sais qu'il y en a beaucoup, surtout quand on parle de football latino-américain. Le tournoi de Cruz Azul a été marqué par un chiffre. Tout a tourné autour d'un seul chiffre. Ce chiffre, c'est le chiffre 33. Alors 33, ça a commencé, entre guillemets, un petit peu parce que Uriel Antuna, lorsqu'il a été nommé, enfin lorsqu'il a remporté le titre de meilleur buteur du tournoi, enfin il n'est pas tout seul, mais il fait partie des meilleurs buteurs du tournoi, ils sont plusieurs à égalité de points à l'issue de la phase régulière, a cité un verset de la Bible, le verset 33, le 33.3 de Jérémie, pour ceux qui sont pratiquants. Et je vais vous le lire parce que vous allez voir, il est intéressant, et c'est pour cela que tout a commencé là-dessus. Ce verset dit « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Alors vous imaginez que forcément, pas mal de supporters se sont excités derrière, et tout le monde s'est aperçu que 33, c'était pas un chiffre anodin, puisque c'était l'âge de la Noria. Alors vous savez peut-être pas ce qu'est la Noria. La Noria, c'est le centre d'entraînement du club, qui est situé, petite anecdote, à côté d'un cimetière, le cimetière de Xilotepec. Et ce cimetière a longtemps été l'un des éléments clés de la fameuse malédiction qui a touché Cruz Azul entre 1997 et 2021, absence de titre, et j'en parlais déjà la semaine dernière, de nombreuses Cruz Azuleadas. Il y a des histoires de fantômes avec une petite fille qui erre au centre d'entraînement après qu'un morceau du terrain du cimetière a été volé. Et c'est cette petite fille qui porterait l'œil en partie sur le club. Ils avaient même fait venir une sorcière pour exorciser les lieux. Ça n'avait pas marché, même s'ils y avaient cru, mais ça n'avait pas marché. Bref, je vous racontais tout ça dans cette histoire de malédiction et de la Noria dans le Lucarne Opposé magazine numéro 9. Mais donc 33, c'est l'âge de la Noria. 33, c'est aussi le nombre de points de Cruz Azul après la phase régulière. C'est aussi, et encore, l'âge qu'avait la chanteuse Julieta Venegas, autrice d'une chanson qui s'appelle Andar Conmigo, qui a été un petit peu décrétée comme étant l'hymne de cette équipe, cette saison. Et enfin, c'est la minute du but de Rodolfo Rotondi sur le terrain des Rayados en demi-finale aller. Alors vous imaginez, il n'en fallait pas plus, tout tournait autour de ce fameux numéro 33, on a même été chercher le numéro de Mauro Formica, qui est l'un des amis de d'Anselmi, l'entraîneur de Cruz Azul. Enfin bref, on est allé chercher des 33 partout, et là où ça devient rigolo, là où ça devient amusant, c'est que sur cette finale, le match aller a terminé sur un score de 1 but partout. Qui a égalisé pour l'América? Julián Quiñones. Quel est son numéro? 33. Match retour, penalty donc douteux. Henry Martin le transforme. Devinez à quelle minute? La 33e de la deuxième mi-temps. Voilà, ça, c'est pour les superstitieux, mais c'était quand même amusant. Et enfin, il y a un dernier point à retenir de cette finale
de Liguilla, hein, de Liga MX, c'est les célébrations, c'est le t-shirt et c'est la campagne de communication lancée par l'América après ce titre, parce que vous le voyez, ce t-shirt, si vous nous regardez sur YouTube, si vous nous écoutez, je vous encourage à venir passer sur YouTube, et d'ailleurs, laissez des pouces et des commentaires, c'est important pour nous. Bref, les Aguilas avaient un t-shirt sur lequel était écrit Amamemas. Alors, ceux qui connaissent le football mexicain voient tout de suite la référence. Pour les autres, je vais prendre un petit peu le temps de vous l'expliquer. Après avoir gagné le Clausura en 2005, l'América avait remporté une sorte de trophée des champions face aux Pumas, le Campeón de Campeones. Trophée des champions parce que ça a opposé les vainqueurs des 2 tournois. Et donc, ils avaient battu les Pumas, et l'América est une équipe forcément qui a longtemps joué sur le fait que elle était un petit peu l'ennemi, hein, c'était un peu le boss de fin, tout le monde la déteste, justement, beaucoup jouaient là-dessus, et Nike, à l'époque, avait sorti un t-shirt sur lequel était écrit « Odiame más », « Déteste-moi davantage ». Et c'était donc une nouvelle étape dans la provocation des Aguilas, je le disais, ils aiment beaucoup, hein, ils se nourrissent de ça. On a déjà raconté cette histoire, je vous invite à aller, je mettrai les liens dans la description sur l'article dans lequel on discute avec un historien de l'América. Il y a aussi le documentaire sur l'América où on vous explique pourquoi et comment l'América aime endosser ce rôle, ce costume du grand méchant de la Liga MX, parce que la Liga MX, pour ceux qui ne la suivent pas, et c'est aussi pour cela qu'il faut la suivre, c'est un film où chacun a des rôles particuliers à jouer, et l'América, c'est le méchant dans ce film, et ils assument totalement. Et donc, ce Odiame más, c'était devenu un petit peu le cri de ralliement de tous ceux qui, forcément, détestent l'América, c'est-à-dire tout le pays, sauf les supporters de l'América. C'est un peu ça, hein, au Mexique, c'est soit vous êtes supporter de l'América, soit vous êtes supporter d'un autre club et vous détestez l'América. Bref, donc, Odiame más, c'est terminé. Place donc à Amame más, aime-moi davantage. Alors, c'est le nouveau slogan du club, ils ont fait toute une campagne là-dessus, c'était affiché partout, ils ont utilisé aussi le hashtag sur les réseaux sociaux. Le président du club, Emilio Azcárraga, le fils d'Emilio Azcárraga Milmo, grand président de l'América, voilà, c'est son fils Emilio là, a quand même remercié tous les haters, tous ceux qui sont dans le Odiame más, tous ceux qui sont dans l'anti-américanismo, puisqu'il leur a dit quand même que grâce à eux, au fil des années, leur haine a permis à l'América d'entretenir cette quête de l'excellence, sous-entendu pour continuer, je vais le dire un petit peu crûment, pour continuer à les emmerder. Voilà, c'était un peu l'idée, toujours cette arrogance assumée. Alors là, on nous indique que le Amame más, c'est vraiment le symbole d'une nouvelle ère, on entre dans une nouvelle ère un petit peu plus positive. Bon, on va pas s'enflammer, on sait que l'América a quand même ce costume de grand méchant, ils vont continuer à bomber le torse, mais c'est pour cela que l'América est l'América. On va quand même rappeler que ça continue de chambrer, parce que l'América a célébré, mais en grande pompe, ce 15e titre, hein, c'est le club le plus titré à l'échelle nationale, mais pendant ce temps-là, Pachuca se prépare à aller jouer la finale de Conca Champions, ira à la Coupe du Monde des clubs, chose que les Aguilas ne feront pas. Et donc, ça chambre très fort. Au moment de cet enregistrement, on va passer à la deuxième news. Au moment de cet enregistrement, on est vendredi et on va donc en profiter pour faire un petit point Libertadores et Sudamericana, parce que je n'aurai probablement pas le temps d'écrire des comptes rendus. Vous avez vu que ces dernières semaines, c'est un petit peu compliqué. Donc je me sers généralement de Lucarne américaine pour combler ce vide. Et comme il n'y a pas eu de Lucarne américaine, je vais le faire ici. On va faire donc le point sur ces deux grandes compétitions sud-américaine. La phase de groupe vient de se terminer et on connaît donc les 16 rescapés, d'un côté pour les huitièmes de finale, mais aussi on connaît les barragistes de la Sudamericana. Enfin, on les connaît pas vraiment parce que vous l'avez suivi, hein, si vous étiez dans le Lucarne américaine de la semaine dernière, ou si vous avez vu la rediff. Les clubs brésiliens certains clubs brésiliens forcément ont été fortement impactés par les inondations qui ont touché le Rio Grande do Sul, et donc notamment Grêmio en Libertadores et l'Internacional en Sudamericana. Ils n'ont donc pas joué, il leur reste 2 matchs à jouer, et donc leurs groupes à eux, respectifs, l'un en Libertadores, l'autre en Sudamericana, ne sont pas terminés. Alors, ils sont clairement pas terminés, parce que pour l'instant, Grêmio n'est que 3e de son groupe de Libertadores, et donc pour l'instant est reversé en barrage. Derrière, The Strongest, qui lui est qualifié, c'est sûr, et Grêmio a donc 2 matchs, peut se qualifier s'il bat Huachipato, mais attention, parce que s'il perd au Chili, il sera éliminé de la Libertadores, et ensuite jouera sa qualif pour le barrage face à Estudiantes dans ce groupe.
En Sudamericana, l'Inter est lui aussi forcément troisième, hein, parce que 2 matchs de moins, derrière un Belgrano qui est déjà qualifié et un Delfín qui est deuxième pour l'instant, 3 points devant. L'Inter, donc, sur les 2 derniers matchs qui lui restent, va donc devoir prendre 4 points pour doubler Delfín. Ils vont affronter les Équatoriens. Donc rien n'est fait de ce côté-là, il reste ces 2 incertitudes, mais quand même, bon, on peut faire un petit bilan. Parce que généralement, si on regarde du côté de la Libertadores, bon, globalement, les qualifiés sont plutôt quand même conformes aux pronostics. Fluminense a survolé le groupe A sans forcément impressionner, mais bon, en termes de points, voilà, et a devancé, et devance au final un Colo-Colo qui a réussi la belle perf, puisqu'il s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Libertadores, en allant arracher le match nul sur le terrain du Cerro Porteño, et donc doublant le Cerro Porteño à la dernière, enfin pour rien, pour un but de plus inscrit en déplacement. Tel est le critère qui a départagé les 2 équipes. Dans le groupe B, Sao Paulo et Talleres sortent Barcelona, qui lui file en Sudamericana. Je vais y revenir dans un instant. Ça a été très très chaud entre Sao Paulo et Talleres lors du dernier match au Brésil, au Morumbi. Sinon, Junior et Botafogo passent dans leur groupe. Bolivar termine premier du sien. C'est aussi un signe quand même que cette équipe fonctionne en Libertadores. Devant Flamengo, Palmeiras et San Lorenzo, eux, sortent Independiente del Valle. C'est peut-être finalement la première surprise de cette phase de groupe, parce que voir San Lorenzo passer quand on sait à quel point c'est compliqué pour San Lorenzo en ce moment et ces derniers mois de manière générale, c'est peut-être une surprise de les voir sortir Independiente del Valle qui file en Sudamericana. L'Atlético Mineiro et Peñarol survolent leur groupe, ça fait quand même bien plaisir de revoir Peñarol à ce niveau, et on parlait de Peñarol, on va forcément évoquer Nacional, puisque Nacional termine deuxième de son groupe derrière River, les 2 sont qualifiés dans un groupe qui était quand même très très facile. Pour l'instant donc file en Sudamericana, en barrage de Sudamericana, des gros dangers finalement, puisque vous avez les 3 équatoriens, 3 énormes équatoriens, la LDU, Independiente del Valle et Barcelona, aussi le Cerro Porteño, Bragantino ou encore Central et Palestino, il en manque encore puisqu'il y a ce fameux groupe de Grêmio. En Sudamericana, la seule véritable surprise vient finalement de Racing, mais pas celui que vous connaissez peut-être tous, celui de Buenos Aires, mais celui de Montevideo, le Racing uruguayen. Ce club, sans doute quelques-uns d'entre vous le savent aussi, c'était ce fameux club qui avait été racheté par Fernando Cavenaghi et Alejandro Chori Dominguez en 2021, qu'ils ont fait remonter et qu'ils ont emmené jusqu'à la compétition continentale, club qu'ils ont revendu à un groupe nommé Red and Gold. Alors ça vous parlera peut-être, ou pas? Red, c'est pour un club, Gold, c'est pour un autre, c'est un conglomérat formé par le Bayern et le Los Angeles FC pour aller défiscaliser tranquillement en Uruguay. Pour faire progresser le football uruguayen en implantant des ressources et des structures et des infrastructures et des connaissances supérieures. Bref, bon, voilà, hein, vous voyez où je veux en venir. C'est finalement quand même la seule surprise parce que Racing envoie, sort Argentinos, hein, tout simplement. Pour le reste, les gros sont passés, hein, Fortaleza et Boca notamment, qui étaient ensemble dans leur groupe. Attention quand même parce que Boca termine deuxième de son groupe, derrière Fortaleza, et donc va devoir passer par un barrage. Et vous avez vu qu'il y a un casting assez sévère, hein, sur le barrage. Barrage aussi, et c'est peut-être aussi une autre petite surprise, il n'y a pas élimination, mais c'est aussi une surprise, l'Atlético Paranaense, ancien vainqueur de la compétition, qui se retrouve deuxième de son groupe derrière la sensation Sportivo Ameliano, club paraguayen, qui a terminé sur 4 victoires de rang, et qui donc remporte son groupe. Mais donc je le disais, sinon pas de grande surprise, le Corinthians s'est passé, et le vainqueur 2020, Defensa y Justicia, qui est quand même dans le dur et qui a changé de coach il y a quelques jours, ne sort pas de son groupe et donc confirme sa mauvaise santé. Alors petite curiosité quand même amusante, le tirage des 8e de finale et des barrages aura lieu lundi 3 juin, alors que l'on ne connaît pas les classements de certains groupes, notamment, les groupes de Grêmio et de l'Inter. Pour rappel, les barrages auront lieu les 17 et 24 juillet, c'est-à-dire après la Copa América. Les 8e de finale, eux, auront lieu à partir du 14 août, c'est-à-dire l'année prochaine, pour dire les choses très clairement. Voilà les 2 news qui me paraissaient importantes sur la planète américaine. Je vais vous rappeler quand même qu'il y a un rendez-vous important, si vous avez la possibilité de veiller, c'est samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, vers 3h du matin, la finale de Conca Champions entre l'imbattable, Pachuca, 5 finales, 5 victoires, et le débutant à ce stade,
le Columbus Crew, le Columbus Crew de Wilfried Nancy, finale de Conca Champions qui se joue au Mexique, et donc Pachuca est largement favori à l'heure de débuter ce match, mais attention, parce qu'on a vu que le Crew savait voyager en terre aztèque. On termine par deux autres informations qui concernent plus particulièrement Lucarne opposé et les semaines à venir. Alors j'ai déjà évoqué ce qu'il allait se passer durant la Copa América, où on va s'adapter, on va changer la façon de faire. On en reparlera, on aura forcément le temps d'en reparler, mais déjà, à partir de lundi, ce lundi, il n'y aura forcément pas de lucarne américaine, je l'avais déjà peut-être un petit peu précisé, mais je le rappelle, parce que nous serons présents à la 50e édition du tournoi Maurice Révélo. C'est la 3e année que l'on y va de cette manière-là, c'est-à-dire un petit peu en force. Nous sommes, Lucarne opposé et partenaire du tournoi, remet un trophée à l'issue de la compétition aux meilleurs joueurs non européens. Cette année, il y a deux groupes pour la 50e édition. C'est l'anniversaire, c'est l'anniversaire des 50 ans. Il y a 4 Asiatiques, pour en tout cas ce qui concerne la planète Lucarne opposé. L'Arabie Saoudite, la Corée du Sud, le Japon et l'Indonésie qui a remplacé au pied levé l'Égypte qui s'est désistée, et 2 Américains de classique, dont le vainqueur, Panama et Mexique sont ces 2 Américains. Vous le notez, pas de Sud-Américains. C'est pas de la faute des organisateurs, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a certains Sud-Américains qui ont des politiques très compliquées au niveau des jeunes. Mais bon, cela veut dire donc pour vous, pas de live sur les 2 prochaines semaines, puisque je serai en déplacement. Mais si vous êtes dans le sud, parce que ça se passe dans le secteur entre Aubagne, Fos-sur-Mer, Salon de Provence, etc., etc. Vous voyez la région. Si vous êtes dans le coin, allez au tournoi Révélo. Allez assister au match, c'est gratuit, sauf la journée de la finale qui coûte 10 € pour voir les 2 matchs, si j'ai bonne mémoire. Mais allez-y, et puis si vous nous y croisez, n'hésitez pas à venir nous dire bonjour. Vous avez compris qu'on en reparlera beaucoup sur Lucarne opposé à partir de la semaine prochaine. Dernière nouvelle avant de vous laisser, c'est évidemment cette nouvelle qui est tombée hier pour Lucarne opposé, hier au moment où j'enregistre, donc jeudi. C'est la sortie du nouveau livre des éditions Lucarne opposé. Alors vous le savez peut-être ou pas si vous nous découvrez, mais là vous allez forcément donc maintenant le savoir. En 2020, nous avons lancé une maison d'édition. Pendant d'ailleurs, parce que c'était pas terminé à l'époque, pendant que nous produisions une revue trimestrielle, nous avions ouvert une maison d'édition et nous avons donc produit depuis 5 livres. La biographie de Garincha, qui était le premier, une traduction, les 11 Caminos al Gol, traduction des... 11 Caminos al Gol, c'est la version espagnole, on l'a appelé ça les 11 chemins vers le but, qui est un livre de Marcelo Bielsa, écrit plus ou moins par Marcelo Bielsa. Ensuite, Primera Bola, puis il y a eu 22 juin 86, qui était aussi une autre traduction, qui revenait sur ce fameux match de légende entre l'Argentine et l'Angleterre de 1986, qui avait changé l'histoire de l'Argentine et notamment de Diego Maradona. Et ensuite, il y avait eu Maracanazo, qui était le dernier, l'avant-dernier donc maintenant, puisque le prochain va s'intéresser aux Jeux Olympiques, il va revenir sur l'histoire des Jeux Olympiques, l'histoire du football aux Jeux Olympiques, uniquement le football, ça suffit déjà largement. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire, un livre qui fait pratiquement 400 pages, qui a pour objectif de retracer toute l'histoire des Jeux, de vous raconter édition par édition ce qu'il s'y est passé de notable, ce qu'il s'y est passé sur le terrain, mais aussi en dehors, parce que ça vous permettra de voir que l'histoire du football aux Jeux Olympiques, je sais que certains veulent enlever le foot des JO parce qu'il n'y aurait soi-disant pas sa place, vous verrez que le football, il y a plus que sa place, et vous verrez que le football olympique a eu une influence immense sur le développement du football et notamment la création des Coupes du Monde. On revient donc forcément là-dessus et vous trouverez aussi dans ce livre l'ensemble, tous les résultats, tous les buteurs. Voilà, ça se veut être le livre entre guillemets référence sur le football olympique. Je vous encourage, on a annoncé la sortie du livre. La sortie est pour le 24 juin, on est sur les phases de précommande. J'insiste sur les précommandes, c'est important pour nous parce que nous avons un modèle très particulier. Si vous n'êtes pas habitué, je sais que certains d'entre vous qui m'écoutez ou me regardez connaissent ce modèle-là. On a un modèle qu'on travaille entre guillemets un petit peu à flux tendu, on n'a pas, pour parler de manière économique, on n'a pas de trésorerie, donc on finance les livres, la sortie et la production des livres par des campagnes de pré-vente, de précommande. On l'avait fait pour le Garincha via du crowdfunding, depuis on le fait nous-mêmes sur notre site, parce que nous sommes totalement indépendants, nous n'avons pas de subvention, nous n'avons rien, on fait tout nous-mêmes, et donc on n'a pas de distribution non plus, c'est pour ça que vous ne trouvez pas les livres de Lucarne opposé dans les librairies, parce qu'on n'a pas de réseau de distribution, on n'a pas les moyens de s'offrir ça, c'est trop cher.
concrètement, pour dire les choses. Et donc, tout se passe uniquement sur le site de Lucarne Opposée, sur le site de la librairie de Lucarne Opposée. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Et donc, je vous invite, si vous êtes intéressé par ce livre, à le précommander. C'est important pour nous pour justement lancer cette production, financer cette production sans avoir, sans perdre, pour pouvoir la financer tout simplement. Même pas la question de perdre de l'argent, c'est surtout la question de pouvoir la financer. Donc cette campagne est importante. N'hésitez pas, si vous avez envie de vous faire plaisir, si vous avez envie d'être, de tout savoir de l'histoire du football aux Jeux Olympiques pour briller en société quand ils vont démarrer, et pour comprendre pourquoi, par exemple, c'était un petit peu un scandale la façon dont la France a géré les derniers JO, petite parenthèse, mais bon, bref. Ça s'appelle Du foot et des jeux, c'est écrit par Richard Coudray, qui intervient notamment sur les cahiers du football, sur Chronique Bleue, sur la Maison Jaune et sur divers blogs, qui a déjà commis un méfait littéraire avec un livre sur Espagne 1982 qu'il a coécrit avec Bruno Colombari, publié chez Solar. Mais je vous le dis, si vous voulez donc plonger dans l'histoire des Jeux Olympiques, du foot et des jeux, ça vient de sortir. La campagne de prévente est ouverte, elle dure jusqu'au 24 juin, date de sortie du livre, et elle est essentielle pour nous et pour notre modèle. Voilà. On en reste là pour cette semaine de news. Vous voyez, on a déjà quand même mis une bonne vingtaine de minutes, donc on est bien. Mais c'était important pour moi aussi de revenir sur ces news-là parce que, je le disais, les prochaines semaines vont être agitées. Les 15 prochains jours, il n'y aura pas de live, ça c'est sûr, mais ça sera très difficile d'enregistrer quoi que ce soit, donc il n'y aura probablement rien non plus. Du 3 au 16 juin, je crois que j'ai pas donné les dates, on sera au Révélo, et ensuite, on commencera à basculer tranquillement vers la Copa América, qu'on suivra, évidemment, avec grande attention sur Lucarne Opposée. D'ici là, regardez bien du football, il y en a beaucoup, il y a encore beaucoup de choses à voir, il y a justement cette Copa América à préparer, et on se retrouve sur Lucarne Opposée pour le suivi du Révélo et des autres compétitions de la planète Hello qui, elles, ne s'arrêtent pas pendant ce temps-là, et après, pour la Copa América. Salut à tous.